Viendra dans nos prochaines éditions. Retour en France à présent, on vous en parlait hier, ce devait être un moment important du renouveau du quartier populaire de Pisevin à Nîmes. À peine ouvert, eh bien, le nouveau bureau de police, regardez, qui se trouve déjà fermé et interdit d'accès au public après un incendie important du commerce attenant. Sur ce plateau pour en parler, bonsoir Abel Boilly, merci d'être ici. Bonsoir. Vous êtes éducateur, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, et puis bien sûr Laurent Valdiguier, bonsoir, consultant police-justice, BFM TV. Rebonsoir plutôt, mon cher Laurent. D'abord, peut-être un mot sur ce bureau de police. Alors, ce n'était pas un commissariat, hein, c'était un bureau de police qui était ouvert jusqu'à 17 ou 18 heures 18 heures en fin de journée. C'est un bureau co-police nationale, police municipale. C'est une demande des habitants de ce quartier Pisevin depuis des années. Bien sûr. Et au fond, qui nous prouve que le trafic de drogue et les caïds du trafic de drogue, continue à prospérer. C'est un fléau continue à prospérer. Abel Boilly, on a interrogé de nombreux habitants. On avait également cette dame, cette mère de famille qui habite dans ce quartier à Pisevin hier en direct, qui nous disait, nous, on souhaite justement avoir cette police municipale, cette police nationale. On ne sort plus de chez nous après 17 heures. C'est une réalité? C'est une réalité. Elle a même rajouté autre chose, puisque j'ai suivi ça de chez moi. Elle a dit, ici, on ne vit pas, on survit. Ce sont des mots qui sont très forts. C'est une situation qui est connue depuis des années. Et ce qui est triste, c'est qu'il a fallu attendre que le sang d'un enfant de 10 ans puisse couler pour qu'il puisse y avoir une réaction. Alors, bien entendu, le discours politique dira que ça fait des années, qu'un plan de rénovation est certainement à l'étude. Mais on voit qu'il y a eu une réaction au lieu d'une anticipation. Et pour revenir au sujet du trafic de drogue, on sait le coin stratégique que représente le territoire de Nîmes. Vous avez les gangs mafieux nîmois entre eux, mais on sait qu'il y a les gangs mafieux de Marseille aussi qui veulent avoir leur mainmise sur le territoire nîmois. Et au milieu de ça, vous avez des habitants qui ne vivent pas, qui survivent, qui sont dans la peur matin, midi et soir, et qui sont dans cette demande effectivement, mais même depuis des années en réalité, parce que c'était une véritable anomalie, mais même par rapport à cette anomalie. Si c'est pour avoir du personnel qui reste en bureau, c'est pas intéressant. Si c'est pour avoir des effets de communication, comme on l'a vu avec les opérations Place Net, c'est pas intéressant parce que l'espoir laisse place à la désillusion toujours. Et surtout, quand on parle de rénovation, il y a d'autres mots qu'il ne faut pas oublier. La déghettoisation. Parce que si c'est rénové pour continuer de parquer les mêmes populations, on n'y arrivera pas. Et l'autre expression qu'il ne faut pas oublier, c'est la mixité sociale. Quand est-ce qu'on va réussir enfin, dans ces territoires, à Nîmes comme ailleurs, à réussir cette mixité sociale qui manque cruellement? D'ailleurs, quand on discutait avec cette dame hier, avec cette mère de famille, je lui ai posé la question, est-ce que vous comptez quitter ce quartier? Elle m'a dit oui, mais je ne pourrais pas le faire. Et c'est aussi ça, peut-être la clé du problème, quand vous parlez de déghettoisation. Mais bien entendu, mais quand on ghettoise des populations, qu'on ghettoise les injustices, qu'on ghettoise des pauvretés, ces habitants et ces habitantes qui ont peur sont comme quelque part assignés à résidence. Parce qu'il y a des situations sociales qui sont très difficiles. Et d'ailleurs, ce que l'on voit souvent, c'est quoi? Quand quelqu'un réussit, la personne cherche à sortir de ces quartiers. Alors que pourtant, il y a un potentiel énorme, il y a un brassage humain, culturel qui est formidable. Mais bien sûr, il y a une énergie, il y a un potentiel. Et il y a une jeunesse aussi. Il y a une jeunesse qui a soif. Mais malheureusement, vous avez toujours cette minorité bruyante, délinquante, meurtrière, qui salit l'image de la majorité silencieuse. Et ça fait tout un pan de la population qui est stigmatisée, en plus d'être victime de ces délinquants. Abel parlait, Laurent, justement de ce carrefour Nîmes, en tout cas entre plusieurs autoroutes, autoroute de l'Est, enfin en tout cas du Sud-Est, autoroute du Sud. Oui, il y a une concurrence des trafics énormes, d'où l'explosion des règlements de compte, de 300 à 400 et peut-être à 500 cette année, des règlements de compte entre bandes. Mais c'est vrai que quand on va dans ces quartiers, il y a une constante, que ça soit dans une grande ville ou une petite ville, parce que tout ça, la submersion dont a parlé la commission d'enquête du Sénat, c'est de dire attention, ça touche des petites villes. Et ça, c'est deux bouts de l'échelle. Dans ces quartiers, c'est effrayant parce que les premières victimes du trafic, c'est les gens qui habitent là. Bien sûr, Abel, c'est vrai que c'est les habitants qui sont les premières victimes de ces trafics de stupéfiants. Et puis, ces habitants demandent la présence policière. Vraiment, ces témoignages, ils se sont répétés sur notre antenne hier et encore aujourd'hui. Mais ils en sont presque à supplier la présence policière, ce qui
montre l'ampleur de l'anomalie dans laquelle nous sommes. Et quand vous parliez des facteurs qu'il y a aussi, il y a aussi à partir d'une certaine heure, dans certains territoires, l'invisibilisation du corps de la femme dans la rue. Les femmes ne sortent plus à partir d'une certaine heure parce que ce n'est plus possible pour elles, pour de multiples raisons. Il y a bien sûr la violence, des fois sur des points culturels aussi. Donc c'est très compliqué. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on se positionne pour résorber une situation qui se dégrade depuis 40, 50 ans? C'est pour ça que je dis toujours que le politique doit toujours s'inscrire dans le temps long dans sa communication. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'espoir laisse place à la désillusion. Et au bout d'un moment, vous avez des personnes assignées à résidence qui sont condamnées. Et comme l'a dit votre interlocutrice hier soir, ils ne vivent plus, ils survivent. Et c'est vraiment difficile. Mais on ne découvre pas, pardonnez-moi, ce problème. Des PIS-20, il y en a sans doute des dizaines, voire des centaines dans le pays. Bien entendu. Mais vous savez... vendredi matin, j'étais sur votre plateau et j'avais dit la chose suivante que je vais répéter. D'un côté, pour ces jeunes, en tant qu'acteurs de terrain, on doit travailler mieux sur le triptyque prévention, sanction, répression et ne pas avoir la main qui tremble sur les 3 aspects. Mais il y a un autre triptyque fallacieux qui perdure sur ces territoires et avec ces phénomènes aussi qui s'étendent aujourd'hui dans les petites villes, même dans les villages, ou d'ailleurs dans certains villages ou dans certains bourgs, il y a des couvre-feux, mais c'est pas exprimé de la sorte. On explique que pour des raisons d'économie d'électricité, à 22 heures, on coupe, mais on sait très bien que c'est des couvre-feux dissimulés. L'autre triptyque, c'est comme je disais, la ghettoisation, la concentration des pauvretés et des injustices, et la complicité politique. Et j'insiste dessus parce qu'on n'en parle pas assez. Justement, la complicité politique. Bien sûr, et je vais développer. Et mon propos n'est pas, comment dire, de caresser dans le sens du poil le délinquant. La personne qui devient trafiquant de drogue, qui devient meurtrier et qui justifie ça parce que son père l'a abandonné, moi ça je ne l'écoute pas. Parce qu'il y a des milliers d'enfants dans le même quartier qui sont abandonnés par leur père et qui vivent bien aussi. Exactement. Mais la complicité politique, comment, à mon sens, et c'est un propos qui ne m'engage que moi bien entendu, vous avez le clientélisme. Tout le monde sait que ça existe, mais on ne veut pas en parler. Vous avez... Clientélisme électoral ? Mais bien sûr. Électoral. On laisse certaines manifestations communautaires dégénérer en fermant les yeux, certains jeux avec certains bailleurs sociaux pour l'attribution de logements, et puis les promesses. Quand vous allez sur certains territoires, moi j'ai des amis petits candidats qui se sont retrouvés lorsqu'ils arrivaient lors de campagnes locales pour établir, pour étaler leur programme, on leur répondait, moi je peux faire voter tel quartier si tu me fais telle promesse. C'est ça qu'on leur répondait. Et dans nombre de villes. Donc, il y a ce clientélisme. 2, vous avez des élus de bonne volonté, mais qui, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils héritent d'une situation tellement catastrophique qu'ils ferment les yeux. Et puis 3, il y a une autre hypocrisie. Vous avez certains élus qui disent clairement en off, ce ne sont pas nos enfants, ils ont qu'à s'entretuer, et qui ne voient l'aspect citoyen et culturel qu'au travers de Mozart et Vivendi. J'ai rien contre eux. Mais quand on parle de street art, de hip-hop ou autre, c'est vu comme des choses de cassos. Donc pour moi, tout ça, c'est de la complicité. Et comme je précise toujours, parce qu'il faut être nuancé, mon propos n'est pas de jeter l'opprobre sur tous les élus. L'immense majorité se dévoue corps et âme pour leurs administrés. C'est un constat que vous faites sur le terrain. Mais comme pour les jeunes délinquants, parmi les élus, vous avez une minorité délinquante qui salit l'image de la majorité qui travaille bien, et c'est pour ça qu'on en arrive des fois à ces slogans tous pourris lorsqu'on parle des politiques. Et cet incendie du commissariat du quartier de Pisevin, il nous dit la même chose. Il nous dit, du point de vue des trafiquants, on ne veut pas de vous, l'État. Oui, c'est ça. C'est la même chose. C'est ça, c'est qu'il y a une tentative d'intimidation, et d'ailleurs le préfet l'a rappelé. L'État, évidemment, à Belboï, ne reculera pas. Mais il ne faut pas que l'État recule. Évidemment. Mais ces tentatives, c'est l'apanage de toute organisation mafieuse. C'est pour ça que je parlais de ce triptyque. On l'a vu dans toutes les mafias du monde, que ce soit les Italiens, vous parliez des Colombiens ou autres. C'est un schéma qui est répété. Sauf qu'aujourd'hui, on a des personnes de plus en plus jeunes, justement. C'est pour ça qu'au niveau de la prévention, il faut commencer dès la fin de l'école primaire. Parce qu'aujourd'hui, le collège, dans un certain nombre de territoires, devient un lieu de décrochage social. Parce que c'est le lieu c'est l'âge du recrutement, sans compter qu'on est dans une délinquance multiservice. Vous avez le trafic de stupes, vous avez aussi la prostitution des mineurs, vous avez le trafic d'armes, avec des jeunes qui sont mis en danger et qui cèdent malheureusement aux sirènes de l'argent facile. Donc c'est un immense défi, et c'est pour ça que les acteurs, avec les élus,
avec la police, avec toutes les bonnes volontés, doivent travailler ensemble et de façon coordonnée surtout. En quelques secondes, juste Abel Boilly, il y a un peu d'espoir quand même dans ce que vous constatez sur le terrain. Toujours de l'espoir, sinon on arrête ce que l'on fait. C'est vrai, voilà. Absolument. Merci pour votre réponse. Merci également Laurent Valdiguier. On suivra cette situation dans le quartier de Pisevin.